Vous faites bien de nous choisir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire à la une. Dans ce journal, la coopération sénégalo-mauritanienne, Ousmane Sonko est à Nouakchott. Le Premier ministre sénégalais a été reçu par son homologue. Sujet de discussion, les ressources gazières que se partagent les deux pays. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé la cérémonie officielle de remise d'un chèque géant aux jeunes diplômés stagiaires de l'APEJ. C'était tout pour les titres. Bienvenue à nouveau. Le Premier ministre Ousmane Sonko a été accueilli ce dimanche par son homologue Mokhtar Ould Ndiaye. Il est accompagné par une forte délégation ministérielle. Plusieurs sujets étaient au menu comme le gaz naturel, la pêche ou encore l'immigration irrégulière. Lors de son discours, Ousmane Sonko est revenu sur les collaborations que les deux pays ont entretenues durant l'année 2024. Je voudrais également saisir l'opportunité que m'offre cette rencontre solennelle pour vous réitérer de vive voix mes félicitations pour votre nomination au poste de Premier ministre ainsi que mes vœux ardents de succès dans l'accomplissement de cette noble fonction. Je vous renouvelle par la même occasion mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement des liens d'amitié fraternelle unissant nos deux peuples et à la consolidation du partenariat stratégique qui existe entre nos deux pays. Monsieur le Premier ministre, cette séance de travail que j'ai l'honneur de co-présider avec vous ce matin se tient dans un contexte marqué par une intensification des relations bilatérales sénégalo-mauritaniennes sous l'impulsion de leurs excellences les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Mohamed Cheikh Ould Al-Ghazouani. En l'espace de 8 mois, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu à 3 reprises en Mauritanie et le président Mohamed Cheikh Ould Al-Ghazouani a effectué 2 déplacements à Dakar. La régularité de ces visites réciproques témoigne, si besoin en était, de la vitalité de l'axe Dakar-Nouakchott. Le Sénégal et la Mauritanie partagent plus qu'une frontière ou des ressources naturelles. Ils sont liés par des relations de bon voisinage, d'estime réciproque et de solidarité agissante. Au fil des années, nos pays ont établi de solides rapports de confiance basés sur le respect mutuel, ce qui leur a permis de relever les nombreux défis qui sont dressés devant eux. Monsieur le Premier ministre, outre les visites de nos chefs d'État, plusieurs autres rencontres ont réuni des officiels des deux pays au cours de ces derniers mois. Au titre de celle-ci, je veux citer la 13e session de la Grande Commission mixte de coopération qui s'est tenue les 4 et 5 novembre 2024 à Nouakchott sous la présence de nos ministres des Affaires étrangères. Cette session qui ne s'était plus réunie depuis 9 ans a permis de passer en revue un certain nombre de projets prioritaires pour la coopération entre les deux pays et de signer 8 accords dans divers domaines d'intérêt mutuel. Il y a également eu le premier forum économique sénégalo-mauritanien qui s'est tenu les 30 septembre et 1er octobre 2024 à Dakar avec la participation des ministres en charge de l'énergie ainsi que ceux de l'industrie. Ce forum a connu un franc succès. Finances publiques au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé avoir reçu le dernier rapport de la Cour des comptes via son envoyé spécial. Ce n'est qu'une question de temps pour que les Sénégalais se rendent compte de l'état financier dans lequel le pays a plongé avec le régime précédent. C'est ce qu'a fait comprendre le Premier ministre en marge de sa visite en Mauritanie. Par la même occasion, le chef du gouvernement indique que le pays se trouvait dans une situation catastrophique.
Direction à Bambilor. Depuis 2 ans, les étudiants de la commune installés à Dakar pour poursuivre leurs études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar vivent une véritable crise liée à leur logement, selon Serine Mansour Mbaye, président de l'amicale des élèves étudiants de Bambilor. Cette situation est le résultat d'un désengagement de la municipalité, laissant les étudiants dans une grande précarité. C'est une situation que nous traversons depuis, je peux dire, depuis 2 ans. Nous sommes là depuis septembre 2022 et vous vous rendez compte que là, nous sommes en 2025. L'amicale est en train de traverser une situation assez délicate concernant le logement des étudiants qui sont ici à Dakar. J'avoue que nous avons des étudiants partout dans le pays qui sont orientés dans les universités publiques du pays, comme dans les écoles de formation également, dans le privé quoi. Mais pour ce qui est de l'université de Dakar, en tout cas, ou de la région de Dakar, la situation elle est délicate. La maison, pour le contrat, il y a eu 2 co-contractants. C'est le bailleur et la municipalité de Bambilor. La municipalité de Bambilor avait pris l'engagement de prendre en charge l'immeuble pour pouvoir loger les étudiants de Bambilor qui sont à Dakar, que ce soit à l'université Cheikh Anta Diop ou dans une quelconque école de formation. Alors depuis 2022, le contrat a été résilié. Bon, l'argumentaire qui nous a été fourni, moi je suis convaincu que c'est un argumentaire qui peut être remis en cause. Mais néanmoins, on doit préciser que nous sommes dans un état très catastrophique parce que comme vous le constatez, nous sommes arrivés à un stade où les étudiants qui étaient dans la maison ont été délogés. Ça s'est produit parce que le bailleur a dit que à un moment donné, il avait besoin de sa maison pour faire des travaux, de la transformation, etc. Alors, de notre côté, ce qui nous lie avec la municipalité a demandé à ce que les étudiants quittent la maison. Alors, depuis 2022, jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes en train de nous battre. Nous nous sommes battus, nous nous sommes donnés corps et âme, mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Non, ce qui est constant, c'est qu'il n'y a jamais eu de mesures ou de dispositions allant dans le sens d'engager un autre logement pour pouvoir mettre ça à la disposition des étudiants. La mairie avait pris l'engagement de prendre un autre immeuble pour les étudiants. Alors, comme nous étudiants, nous ne sommes que des facilitateurs, nous avons la responsabilité d'aller faire la recherche d'un immeuble. Nous en avons fait suffisamment, nous avons apporté un nombre incalculable de propositions d'immeubles à la municipalité de Bambilor. Mais à chaque fois, on est en face d'une inactivité de la part de la municipalité de Bambilor. Je peux dire que c'est ce qui explique la situation actuelle que nous sommes en train de traverser. Voilà, c'est d'appeler nos autorités, les autorités locales, à beaucoup plus de responsabilités. C'est une situation que personne d'autre ne peut arranger, si ce n'est en tout cas, il faut que nos autorités réagissent, parce qu'ils sont les tenants et les aboutissants, si je peux m'exprimer de la sorte, de cette situation. Parce que si vous engagez une maison que vous mettez à la disposition d'un collectif qui utilise la maison pour une certaine durée, à un moment donné, vous dites que vous allez rompre le contrat, la moindre des choses, c'est de leur donner au moins un autre local pour qu'ils puissent se transférer. Mais rien n'est fait. En Guinée, réconciliation du Fouta initiée par Elhadji Alseni, l'Union du Fouta accompagnée de Potal Fouta. Ainsi, l'ONG Paix Conscience Citoyenne se sont rendus chez Elhadji Alseni Bari, président de la coordination de Fulbe et Halipular de Guinée. À cette occasion, la plateforme Paix Conscience Citoyenne s'est mise en œuvre pour consolider la paix et faire la réconciliation. C'est l'Union du Fouta qui est là, accompagné de Potal Fouta et l'ONG Paix et Conscience Citoyenne. C'est Elhadji Alseni qui a fait part à tous les mouvements de Fouta Jalon pour qu'on fasse une seule équipe et indivisible. Depuis une année, chaque association a reçu une lettre d'invitation. Sur ce, la plateforme Paix et Conscience Citoyenne s'est mise en œuvre
pour consolider la paix, pour faire la réconciliation. Nous sommes accompagnés des braves femmes, des sages, des jeunes qui aptent pour la réconciliation nationale, pour la paix et la quiétude sociale. Depuis le lendemain de la prise du pouvoir par le général Mamadi Doumbouya, dans son premier discours « Paix et conscience citoyenne », paix et de vivre ensemble et l'amour et d'entente, nous avons jugé nécessaire. Au lieu d'aller loin, il faut nettoyer d'abord chez toi. Il faut faire vivre ton peuple ensemble. Fouta ne doit pas être divisé. Fouta doit être uni et indivisible. Dans un cadre social et développement, nous sommes dans ce sens. Et la Zalsen a fait appel à tout le monde. Nous avons mis sa parole en or. On s'est retrouvés. Nous avons fait des consultations, des Conakry à l'intérieur. Vraiment, tout le monde est d'accord. Voici la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour marquer notre présence et signifier qu'il n'y a plus de division en Moyen-Guinée, il n'y a plus de querelles au Fouta-Zalo. Dans les jours et mois à venir, nous comptons répartir à la source. Conakry, c'est la rencontre. Nous sommes tous des ressortissants. Nous allons répartir dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les préfectures d'origine et dire à tout le monde de se donner les mains et se faire l'amour. Merci beaucoup. Merci. J'en profite pour féliciter toute la jeunesse de la Guinée en général, du Fouta-Zalo en particulier, toutes les femmes de la Guinée en général, du Fouta en particulier, et tous les sages de la Guinée en général, du Fouta en particulier, pour l'entente et la cohésion sociale. Toujours en Guinée, Maître Mohamed Taouré se retire du CNT, Conseil national de transition. Deux raisons ont motivé sa décision. La première, le 11 mai 2022, le CNT a adopté en session plénière dans une large majorité un chronogramme de transition d'une durée de 36 mois, soit 3 ans dès lors sa mission en tant que Conseil national est également arrivée en terme. La seconde raison, il a décidé de se consacrer en plein temps à ses actions professionnelles. Cette décision pousserait-elle d'autres conseillers nationaux à faire autant? Nous en saurons plus dans les jours à venir au moins. Le Mali compte sur vous et prenez toute la mesure de l'effort consenti par l'État. C'est en ces termes que le président de la transition s'est adressé, selon dit, aux 2500 jeunes stagiaires du 13e programme de formation professionnelle de l'APEJ. Ces jeunes ont reçu un chèque de plus d'1 milliard de francs CFA pour faciliter leur insertion professionnelle. Cette cérémonie solennelle qui fait désormais partie de votre histoire personnelle, vous devez en permanence porter le Mali dans vos cœurs, être guidé par la ferme volonté d'apporter votre pierre à la consolidation de l'édifice du Mali courant. Vous êtes à présent armés des compétences nécessaires pour devenir des leaders et des bâtisseurs dans vos domaines respectifs. Et je vous le dis avec force, le Mali compte sur vous. Chaque apprentissage que vous avez validé, chaque défi que vous avez relevé et chaque idée novatrice constitue une contribution inestimable à la marche souveraine et irréversible de notre pays. Le gouvernement poursuivra le soutien des initiatives en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. Il s'agira à cet effet d'accentuer le renforcement des mécanismes d'accompagnement et de créer un environnement propice à l'éclosion des talents au sein de notre jeunesse en vue de garantir son épanouissement pour l'ouverture de nouvelles opportunités. Dans la continuité des efforts en cours, 2500 nouveaux jeunes bénéficieront cette année 2025 des programmes de formation de l'APEJ. Toutefois, il est constant que le succès d'une telle entreprise à long terme dépendra de notre unité et de l'engagement citoyen de chacun de nous. C'est le lieu de faire appel à tous, parents, éducateurs, acteurs économiques, partenaires publics et privés, afin que nous agissions ensemble pour l'employabilité de notre jeunesse, dans l'intérêt supérieur de la nation. Chers jeunes bénéficiaires, je vous invite à prendre
toute la mesure de l'effort consenti par le gouvernement pour votre formation à travers l'APEJ. L'heure est donc venue pour vous de vous lever pour magnifier cette marque de confiance à votre endroit. Plus que de simples bénéficiaires d'un programme, vous êtes appelés à être des architectes soucieux de mettre leur talent au service de la nation et à celui de vos rêves. Néanmoins, gardez à l'esprit que le rêve doit toujours contribuer à changer la réalité. Les défis auxquels nous faisons face sont certes nombreux, mais ne doivent cependant jamais affaiblir notre foi en notre capacité collective à surmonter l'adversité. Aujourd'hui, plus que jamais, les Maliennes et les Maliens sont résolus à s'assurer un avenir radieux. Cette vocation nationale exige de chacun de nous un engagement fort et une responsabilité accrue. Le Mali ne se relèvera que par la force de ses enfants unis et déterminés. Vive la jeunesse malienne, espoir et avenir de la nation. Ensemble, nous ferons le Mali croît, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Burkina Faso, la montée des couleurs à la présidence ce lundi. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est prononcé sur le combat contre l'impérialisme. Par la même occasion, il s'est exprimé sur la relation entre l'Afrique et la France en réponse aux propos du président français. Je souhaite aussi rappeler à tout un chacun que la lutte contre l'impérialisme doit être donc intégrée dans nos gènes maintenant. Ça doit être une lutte qui se mène de façon implacable et tous les jours. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est que cette lutte jusque-là. Nos vaillantes forces combattantes sont sur le terrain. Ils mènent le combat contre les valets manipulés, ces criminels qui écument nos campagnes tous les jours et tiennent bon pour amener la paix dans notre cher Faso. Autant ils le font, nos masses populaires laborieuses, que sont les agriculteurs, les éleveurs, se battent aussi également pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers donc l'accompagnement de tous les techniciens du ministère de l'Agriculture. C'est très important. Et autant qu'eux aussi se battent dans l'administration, nous devrons nous battre pour changer de mentalité. Cette décolonisation mentale, c'est la partie la plus difficile. Et c'est pour ça que nous tenons à vous rappeler constamment qu'il faut changer de mentalité, revenir à nos sources et nous battre. Et c'est ça aussi le combat contre l'impérialisme. Toutes les occasions nous sont offertes pour pouvoir comprendre l'impérialisme, ses manifestations. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tchiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire, mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires.
Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Malheureusement, je pense qu'en 2019, après l'opération au Tapuano, où ces Français ont vu que l'armée burkinabé a encore une capacité de réagir au terrorisme, ils ont appelé le chef d'état-major en France, ils l'ont instruit de reprendre les conseillers militaires. Congo, peine de mort contre les colonels. 70 colonels exécutés à Kinshasa pour établir l'ordre et la sécurité. Les autorités visent à éradiquer la criminalité urbaine et offrir un environnement paisible aux habitants suivant l'exécution. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.